L'utopie communiste reste acceptée comme un idéal alors que l'échec soviétique est affirmé comme définitif. Le stalinisme se voit condamné, incontestablement, mais la nature totalitaire du léninisme est passée sous silence. Les partis communistes, jusqu'à maintenant, n'ont pas réussi à profiter réellement de ces climats, mais encore une fois, l'impact de la crise économique actuelle n'est pas encore directement mesurable. Que s'est-il passé à l'Est après 1989 ? Le paysage politique, évidemment, a changé radicalement à la suite de l'effondrement du système soviétique. Le processus de démocratisation s'est déroulé dans un double contexte. D'une part, bien entendu, les transformations politiques, c'est-à-dire la mise en place de démocratie, mais aussi une transformation économique très brutale, le passage à l'économie de marché. Enfin, de nouveaux États sont nés de la dissolution de l'URSS, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie. La démocratisation, la qualité de la démocratisation à l'Est et au sud-est de l'Europe fut réelle, à l'exception de la Serbie, jusqu'à la chute de Milosevic, de la Russie et de la Russie blanche. Presque tous ces États sont aujourd'hui des États de droit ayant des constitutions régulant de manière démocratique l'action politico-étatique. Cependant, le système politique des partis, dans la plupart des pays de l'Est et en Europe balkanique, reste relativement instable, ceci partiellement à la suite de l'installation du système proportionnel. Dans ce cadre, les partis de contestation du système, qu'ils soient situés à droite ou à gauche, se voient offrir naturellement des possibilités d'accession et parfois de cogestion du pouvoir. Le rôle et la place des partis communistes dans ces nouveaux systèmes politiques diffèrent géographiquement. Dans l'ex-Yougoslavie et en Russie, ils sont devenus des mouvements nationalistes et social-populistes à fort caractère extrémiste. Dans les pays de l'Europe centrale, les partis communistes ont à peu près complètement disparu, à l'exception du Parti communiste de Bohême et de Moravie, un puissant parti politique, où ne sont plus que des sectes politiques. Que trouve-t-on à la place des anciens partis communistes d'État ? On trouve des formations qu'on qualifie de post-communistes et qui sont des héritiers directs de l'aile réformatrice de ces anciens partis d'État. Ces formations communistes ou post-communistes, lorsqu'on les analyse, regroupent à la fois des communistes rénovateurs des années 90, une part de l'ancienne nomenclatura, beaucoup de technocrates, des socialistes de gauche, mais qui sont unis autour d'un projet de type social-démocrate. Ces partis ont joué un rôle extrêmement important dans l'espace politique de l'Europe centrale. Je pense par exemple à l'Alliance de la gauche démocratique SLD polonaise ou le Parti socialiste hongrois MSZP. Ces formations sont incontestablement à classifier dans le champ démocratique, ceci malgré la présence à tous les niveaux de communistes dans les appareils et parmi les adhérents. Ces partis jouent de facto, lorsqu'on analyse sur le long terme ce qui s'est passé, un rôle de stabilisateur des systèmes politiques et contribuent à absorber ou à neutraliser l'insatisfaction réelle d'une large frange des populations devant le coût économique et social du passage à l'économie de marché. Néanmoins, la situation est assez difficile. Les populations, et c'est encore plus vrai à la suite de l'apparition de la crise mondiale, ont peur pour leur avenir économique et sont très critiques vis-à-vis des élites et des institutions politiques. Les liens partisans sont extrêmement faibles et la participation citoyenne reste elle aussi très faible ou parfois décline. Nous parlons de logique d'adaptation et nous distinguons fondamentalement trois variantes. Ces trois variantes, nous les avons qualifiées de variantes traditionnalistes, de variantes rouge-verte et de variantes communistes réformistes. Qu'est-ce que la variante traditionnaliste ? En soi, c'est la plus simple à définir parce qu'elle est archétypique, c'est-à-dire que les PC se veulent révolutionnaires, ouvriéristes, actifs dans les syndicats, internationalistes, anti-impérialistes et antifascistes. Ils se définissent encore comme des partis d'avant-garde et fonctionnent presque tous, pas tous, encore sur la base du centralisme démocratique. Une autre de leurs caractéristiques est leur refus d'une alliance avec les partis socialistes ou sociodémocrates. Ils voient dans le mouvement de critique de la globalisation des concurrents qu'ils veulent infiltrer ou instrumentaliser. La deuxième variante, nous l'avons qualifiée de variante rouge-verte. C'est une variante extrêmement intéressante et très effective sur le plan électoral. Encore une fois, ces succès politiques commencent relativement tôt et toutes ces formations sont nées en opposition ou en rupture dans le passé
avec la ligne pro-soviétique. C'est-à-dire que ce sont des communistes qui ont rompu dès les années 70, parfois au début des années 80, avec la ligne strictement pro-moscovite. Alors, quel est le message de ces formations ? Alors, ces formations sont favorables à une croissance économique, mais dans le cadre d'un capitalisme dompté qui doit impérativement tenir compte des impératifs écologiques. Un des éléments centraux du discours, et c'est effectivement leur défense, leur engagement pour la défense des services publics, un thème qui explique leur percée dans les sociétés. Et ils ont une stratégie d'alliance avec les sociodémocrates ou avec les socialistes qui sont considérés comme des partenaires naturels. Avec ces formations, leur objectif est de fonder un certain nombre de coalitions gouvernementales pour essayer de transformer à l'extérieur, de manière radicale, mais non extrémisme, le capitalisme. La troisième variante est une variante très riche et très complexe à analyser que nous avons qualifiée de variante communiste réformiste. La variante communiste réformiste regroupe de très nombreux partis. Dans les pays d'Europe centrale, nous trouvons plusieurs formations de ce type, en Tchéquie, en Hongrie, en Estonie, en Roumanie et aussi en Moldavie. Le fameux Parti communiste moldave est devenu un parti réformiste et pro-européen, alors qu'à l'origine, il était un parti strictement traditionnaliste. Une différence est à faire néanmoins entre deux blocs, entre le monde occidental et le bloc de l'Est, parce que le bloc de l'Est est en train d'évoluer vers le modèle occidental, ceci sous la pression de la construction européenne. Alors qu'est-ce que nous comprenons derrière le thème de modèle occidental ? Eh bien, c'est un certain nombre de caractéristiques communes aux stratégies de toutes ces formations. Toutes ces formations communistes réformistes ou post-communistes sont dans une situation de concurrence ou de pression sur la gauche démocratique avec des tactiques d'alliance électorale, de tolérance gouvernementale ou d'association au pouvoir politique au plan national, régional et communal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que le mouvement communiste existe à de très nombreux niveaux et qu'il est encore présent, par exemple, dans un certain nombre de régions européennes. Il survit de manière tout à fait étonnante, par exemple en Finlande, dans les Alpes-Apennines ou en Grèce. Sur le plan idéologique, ces partis ont tous abandonné le léninisme, c'est-à-dire la notion de parti d'avant-garde, le centralisme démocratique, ont modernisé leur programme, acceptent les courants politiques, sont devenus plus ou moins transparents. Chez les communistes en général, la transparence n'est pas toujours évidente, et ont réduit fondamentalement, faute d'argent, leur appareil à des noyaux très professionnalisés. Au quotidien, ces partis ont un double visage, électoraliste et d'opposition extra-parlementaire. Sur le plan idéologique, ces partis rejettent toute social-démocratisation et veulent continuer à occuper une place à la gauche de la gauche démocratique, dénoncée comme gestionnaire du capitalisme, mais acceptée comme partenaire politique. Cette vision optimiste se voit oblitérée par un certain nombre de contraintes fortes, c'est-à-dire le vieillissement des adhérents, ce sont des partis Kakushin parfois, l'effondrement du nombre des adhérents, il y a une forte corrélation entre l'un et l'autre, une baisse rapide des recrutements, les faiblesses financières, l'apparition de l'extrême droite, qui est une concurrence très forte, y compris dans les pays de l'Europe centrale, en milieu populaire, le retour de l'extrême droite trotskiste et anarchiste qui attire les jeunes. Beaucoup plus intéressant pour nous, pour la découverte de la logique communiste actuelle, ce sont les conférences autour de thèmes d'intérêt régional. J'en ai isolé une, c'est celle des partis communistes de la Méditerranée en janvier 2008, qui a eu pour objectif la définition d'une stratégie commune et d'une campagne antisioniste et pro-palestinienne. L'étude des documents disponibles montre que furent abordées aussi la perspective, et ceci pour la première fois, d'une alliance anticapitaliste et anti-impérialiste avec une partie des mouvements islamiques. Là aussi, il y a une modification des stratégies à long terme des partis communistes. Le Parti de la gauche européenne est un projet extrêmement ambitieux. Il a été fondé à l'origine par 14 formations communistes ou post-communistes. L'idée était en fait au sein de ce parti de réunir à la fois des partis disposant d'une représentation européenne, mais aussi des partis qui sont situés en dehors du champ européen encore,
mais qui souhaite une coordination stratégique autour des thèmes européens.